J'ai déjà pris la compte de 50 000 $. J'ai co-signé pour cet appartement, donc il m'appartient et je le vends, a crié ma mère en jetant un contrat de prêt froissé sur mon lit. Elle se fichait que ce soit le milieu de la nuit. Elle ne se souciait que de ma sœur, Ellie, qui vomissait sur le trottoir dehors et avait besoin d'une voiture pour s'enfuir. Ne sois pas égoïste, a-t-elle craché. Alors, j'ai regardé le contrat illégal. J'ai regardé la femme qui venait de vendre ma maison à un usurier. Je ne me suis pas battu. J'ai attrapé mon lourd manteau d'hiver accroché près de la porte. Je savais que le double de la clé de son VUS de luxe flambant neuf de 98 000 $ était zippé à l'intérieur de la doublure depuis que je m'en étais occupé la semaine dernière. Je lui ai jeté le manteau. Prends la voiture, ai-je dit. Prends le manteau. Va-t'en, c'est tout. Elle a attrapé le paquet et a couru, pensant qu'elle avait les clés de ma vieille berline. Elle n'avait aucune idée qu'elle venait de voler son propre bien le plus précieux. Le silence qui a suivi était lourd, du genre qui résonne dans vos oreilles après un coup de feu. Je suis resté debout au centre de mon salon, fixant le seuil de la porte vide où ma mère venait de se tenir. L'air sentait encore son parfum, une odeur florale écœurante qu'elle portait comme une armure. Je ne suis pas allé à la fenêtre pour les regarder partir. Je n'en avais pas besoin. Je savais exactement ce qui se passait. Ellie trébuchait pour s'installer dans le siège conducteur du VUS, ivre et se croyant tout permis, persuadée qu'elle venait de réussir un autre coup. Déborah était probablement en train de l'attacher sur le siège passager, en lui roucoulant que tout irait bien, qu'elles avaient encore gagné. Elle pensait toujours qu'elle gagnait. C'était la dynamique gravée dans la pierre depuis le jour de ma naissance. Dans ma famille, la mythologie importait plus que la vérité. Je suis né en 1992, la même année où mon père est parti et où l'économie s'est effondrée. Ma mère a perdu son poste de vice-présidente 3 semaines après la fin de son congé de maternité. Elle m'a regardé, un nourrisson souffrant de coliques dans un berceau d'occasion, et a décidé que j'étais le mauvais présage. J'étais l'encre qui la tirait vers le bas. Ellie est née 3 ans plus tard, le jour exact où Déborah a gagné un règlement de 70 000 $ suite à un accident de voiture mineur. Soudain, l'argent coulait à flot. Les dettes étaient payées et le soleil brillait. Ellie n'était pas juste un bébé. Elle était le porte-bonheur. Elle était le ticket d'or. En grandissant, les règles étaient simples. J'étais la travailleuse. Ellie était le prix. J'étais la mule. Ellie était le poney de concours. Je me souviens du jour de mes 18 ans. Ma grand-mère, la seule personne qui m'ait jamais regardé avec douceur, m'avait laissé une petite boîte en velours dans son testament. À l'intérieur se trouvait un collier de saphirs anciens, délicat et authentique. C'était la première chose de valeur que j'ai jamais possédée. Je l'ai caché dans mon tiroir à chaussettes, terrifié à l'idée de le porter. 2 semaines plus tard, je suis rentré de mon service au restaurant pour trouver la boîte vide. J'ai trouvé le collier ce soir-là. Il était drapé autour du cou d'Ellie alors qu'elle se pavanait devant le miroir du couloir, se préparant pour une fête à laquelle je n'étais pas invité. Quand j'ai confronté ma mère, elle n'a même pas levé les yeux de son magazine. « Ta sœur a besoin d'une voiture pour l'université », a-t-elle dit, la voilasse. Nous avons vendu les saphirs pour faire la compte. Tu peux prendre le bus, Aurora. Tu es la travailleuse. Elle est la vitrine de cette famille. Elle a besoin de briller. J'ai appris 2 choses ce jour-là. Premièrement, que tout ce que j'aimais serait cannibalisé pour nourrir la vanité d'Ellie. Et deuxièmement, que dans l'esprit de Déborah, je n'avais pas de droit de propriété. C'est ce que j'appelle l'illusion du bienfaiteur. C'est une sorte de folie spécifique que l'on trouve chez les parents qui voient leurs enfants non pas comme des personnes, mais comme des investissements. Déborah croyait que parce qu'elle m'avait mise au monde, parce qu'elle m'avait nourri, parce qu'elle avait signé un mot d'autorisation ou un document de prêt il y a bien longtemps, elle conservait une propriété féodale sur toute mon existence. Elle a regardé cet appartement, mon sanctuaire, et elle n'a pas vu mon nom sur l'acte de propriété. Elle n'a pas vu les 5 années de paiements hypothécaires que j'avais péniblement rassemblés en sautant des repas et en travaillant 60 heures par semaine. Elle a vu une cosignature qu'elle avait griffonnée sur un bout de papier 10 ans auparavant. Dans sa logique tordue, cette signature faisait d'elle le seigneur du manoir et de moi le serf. Je n'étais qu'un intendant, gardant la place au chaud jusqu'à ce qu'elle décide de liquider son actif.
Elle croyait vraiment qu'elle avait le droit de vendre le toit au-dessus de ma tête à 3 heures du matin pour payer une dette de jeu. Elle croyait que j'allais simplement l'accepter, tout comme j'avais accepté la perte des saphirs, mais elle a oublié que la travailleuse voit tout. La travailleuse apprend comment la machinerie fonctionne, et la travailleuse sait exactement quel levier tirer pour faire s'effondrer toute l'usine. J'ai marché jusqu'à la fenêtre. En bas dans la rue, les feux arrière du VUS ont brillé d'un rouge vif, puis ont filé dans l'obscurité. J'ai vérifié l'heure sur mon téléphone, 3h22 du matin. Je n'ai pas appelé la police. Je n'ai pas appelé pour les avertir qu'Ellie était trop ivre pour conduire un véhicule de 400 chevaux. J'ai simplement regardé les lumières rouges s'estomper au loin, et j'ai attendu le bruit de l'accident. À 3h20 du matin, je me tenais à la fenêtre de ma chambre, regardant la rue à travers les lattes des stores. La pluie avait commencé à tomber, une bruine froide qui faisait briller l'asphalte sous les lampadaires. En bas, la scène se déroulait exactement comme je l'avais calculé. Ellie tripotait le lourd manteau d'hiver que je leur avais jeté. Elle frissonnait, non seulement à cause du froid, mais aussi à cause de la panique chimique du sevrage. J'ai regardé ses mains trembler alors qu'elle fouillait dans la doublure. Puis, le flash, les feux de stationnement ambrés du massif VUS noir ont pris vie. Le véhicule était une bête, un char de luxe en édition limitée que ma mère, Déborah, avait acheté 3 mois plus tôt pour célébrer son statut imaginaire de magnate de l'immobilier. Il avait 400 chevaux, des sièges en cuir chauffant et un système de capteurs complexe qu'Ellie, dans son état actuel, n'avait aucune chance de maîtriser. Ellie n'a pas hésité. Elle n'a pas vérifié les rétroviseurs. Elle n'a pas ajusté le siège. Elle est montée à bord, et le moteur a rugi, un grognement profond et guttural qui a fait vibrer la vitre de ma fenêtre. J'ai pris mon téléphone. Mon pouce a plané sur le bouton d'appel. C'était un réflexe, un membre fantôme d'une vie passée à réparer leurs dégâts. L'ancienne moi, celle qui payait l'hypothèque et s'excusait d'exister, les aurait appelés. J'aurais descendu les escaliers en pyjama, en criant qu'ils prenaient la mauvaise voiture, qu'Ellie était trop inapte pour conduire, qu'ils étaient sur le point de commettre une erreur qui leur coûterait tout. Mais je me suis figé. J'ai regardé le téléphone, puis j'ai regardé l'accord de prêt manuscrit qui gisait encore sur mon lit, le papier qui vendait mon sanctuaire pour 50 000 $. C'est là que j'ai appris la leçon la plus importante de ma vie. Je l'appelle le pouvoir du silence. On nous apprend que l'amour signifie l'intervention. On nous apprend que si vous voyez quelqu'un marcher vers une falaise, vous l'attrapez. Mais que se passe-t-il si cette personne a passé 20 ans à vous pousser vers le bord? Et si la sauver ne fait que lui donner la force d'essayer de vous détruire à nouveau le lendemain? J'ai réalisé alors que mon silence n'était pas passif. C'était une arme. C'était un choix stratégique. Napoléon a dit un jour, « N'interrompez jamais votre ennemi quand il est en train de commettre une erreur. » Déborah et Ellie étaient au milieu de la plus grosse erreur de leur vie. Si j'intervenais, je serais juste la fille ennuyeuse qui gâche leur fuite. Je serais à nouveau la méchante. Mais si je restais silencieuse, si je laissais la gravité faire son œuvre, alors je ne faisais rien. J'étais juste le témoin. J'ai baissé le téléphone. Je n'ai pas composé de numéro. Je ne suis pas descendu en courant. J'ai regardé le VUS faire une embardée en avant. Il a heurté le bac de recyclage du voisin, en voyant des bouteilles en plastique dévaler la route mouillée. Les feux de freinage ont brillé d'un rouge vif, colérique et éclatant. Et puis la voiture a accéléré. Elle a dévalé la rue, déviant légèrement sur la ligne médiane, disparaissant dans le virage au bout de la rue. Je suis resté là longtemps, à compter les secondes. 1, 2, 3. Le son est arrivé environ 40 secondes plus tard. Ce n'était pas une forte explosion comme dans les films. C'était un bruit sourd et écœurant, le son du métal coûteux se pliant sur lui-même, le son du verre se brisant contre le béton. Il a résonné dans la rue calme, un point final, définitif, à la fin d'une phrase. Puis, le silence est revenu. Je n'ai pas halté. Je n'ai pas appelé la police. Je savais que dans un quartier comme le nôtre, quelqu'un d'autre passerait cet appel en quelques minutes. Les sirènes allaient arriver. Je me suis détourné de la fenêtre. Je suis retourné à mon lit, j'ai ramassé le contrat illégal que ma mère m'avait jeté, et je l'ai plié soigneusement. Je l'ai posé sur ma table de chevet. Je suis retourné sous les couvertures et j'ai fermé les yeux. Je n'ai pas dormi, bien sûr. L'adrénaline bourdonnait dans mes veines comme un fil électrique.
Mais je suis resté là, respirant régulièrement, attendant que le soleil se lève sur un tout nouveau monde, un monde où je n'étais plus la réparatrice. J'étais l'architecte, et la démolition venait de commencer. Le soleil s'est levé à 6h14. La lumière était grise et impitoyable, du genre qui expose chaque fissure dans le trottoir et chaque mensonge dit dans le noir. Mon téléphone a vibré avec une notification de l'application de scanner de la police que je gardais pour les alertes du quartier. Un véhicule de luxe avait été retrouvé abandonné dans un fossé de drainage à 3 miles à l'est. Le conducteur avait pris la fuite. Délit de fuite. Je me suis versé une tasse de café noir et je me suis assise à mon bureau. Il était temps de se mettre au travail. Ma mère, Déborah, aimait à croire qu'elle était une manipulatrice de génie, mais elle avait un défaut fatal, elle était paresseuse. Elle croyait que les détails étaient indignes d'elle. Quand elle a acheté ce VUS de 98 000 $, elle n'avait pas pris la peine de configurer le système télématique ou le compte cloud. Elle m'avait jeté le manuel et avait dit, règle ça. Je n'ai pas le temps pour le support technique. Alors, je l'ai fait. J'ai configuré le compte. Je l'ai lié à mon adresse email. J'ai créé le mot de passe. Et comme elle ne me l'a jamais demandé, je ne le lui ai jamais donné. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté au tableau de bord. L'interface s'est chargée instantanément. Un clic et la vérité a éclaté sur l'écran. J'ai téléchargé les enregistrements de la caméra de bord intérieure de la nuit précédente. La vidéo était nette, une preuve en haute définition d'un crime. À l'écran, Ellie était affalée sur le siège du conducteur, une main sur le volant, l'autre tenant une bouteille de vodka qu'elle avait dû voler dans le bar de Déborah. Les horodatage correspondaient parfaitement. 3h22. Regarde-moi, baragouinait Ellie au siège passager vide, les yeux vitreux. Je conduis le char de maman. Aurora est probablement en train de pleurer dans sa vilaine petite berline en ce moment. Qu'est-ce que ça peut faire si je les rafle? Maman en achètera juste une autre. Elle a pris une gorgée. Elle a ri, un son rauque et laid. Puis, elle a fait une embardée. La caméra a tremblé violemment alors que la voiture heurtait la glissière de sécurité, faisait un tête-à-queue et percutait le talus en béton. Les airbags se sont déployés dans un nuage de poussière blanche. L'image est passée à de la neige, puis au silence. J'ai sauvegardé le fichier sur 3 disques durs différents et un serveur cloud. J'ai nommé le dossier le boomerang. Déborah pensait qu'elle protégeait son enfant en or. Elle pensait qu'elle pouvait simplement cacher la voiture, la déclarer volée plus tard, et réclamer l'argent de l'assurance pour rembourser l'usurier. Elle ne savait pas que j'avais un enregistrement en haute définition de sa fille préférée commettant une conduite en état d'ivresse et un délit de fuite dans son véhicule. Mais ce n'était que la mise en bouche. J'avais besoin du plat principal. Je me suis dirigé vers le coffre-fort ignifuge boulonné au sol de mon placard. J'ai tourné la molette, gauche, droite, gauche. La lourde porte en acier s'est ouverte. À l'intérieur se trouvait un unique dossier bleu. Je l'ai sorti et l'ai posé sur le bureau à côté de la corde préfroissée que Déborah m'avait jetée quelques heures plus tôt. Le contraste était poétique. Le document de Déborah était un gâchis illégal, manuscrit, griffonné par une femme désespérée. Mon document était un acte de renonciation certifié, authentifié par un notaire, tamponné et déposé auprès du greffier du comté 6 mois auparavant. À l'époque, j'avais dit à Déborah que je devais refinancer l'hypothèque pour réduire les mensualités. Je lui ai dit que ça lui ferait économiser de l'argent. Elle n'a pas lu les petits caractères. Elle n'a pas remarqué que les nouvelles conditions exigeaient que le cosignataire soit retiré du titre de propriété pour bénéficier du meilleur taux. Elle a juste signé là où je lui ai montré, impatiente de retourner à son brunch, assez arrogante pour croire que sa signature sur le prêt initial lui donnait une propriété éternelle, peu importe ce que disait le nouvel acte. Elle avait tort. Selon l'État de l'Oregon, Déborah Henderson n'avait aucune revendication légale sur cette propriété. Elle n'était pas propriétaire. Elle n'était pas bailleresse. C'était une étrangère qui venait d'accepter 50 000 $ pour une maison qui ne lui appartenait pas. J'ai passé ma main sur le sceau en relief de l'acte. C'était comme une armure. Ils avaient passé 20 ans à me dire que je ne valais rien. Ils m'avaient traité comme une servante, un compte en banque, un problème à résoudre. Ils pensaient que j'étais faible parce que je restais silencieuse. Ils pensaient que j'étais stupide parce que je payais les factures.
Ils ont oublié que la personne qui paie les factures garde les reçus. J'ai mis l'acte dans mon sac. J'ai mis la clé USB avec les enregistrements de la caméra de bord dans ma poche. J'ai fini mon café. Le téléphone a sonné. C'était Déborah. Je l'ai laissé sonner 3 fois avant de répondre. Sa voix était glaciale, d'un calme terrifiant. « Viens au bureau de l'expert en assurance en ville », a-t-elle dit. « Maintenant ? » « Pourquoi ?» ai-je demandé, en jouant mon rôle. « Parce que si tu ne le fais pas, » a-t-elle sifflé, « je dirai à cet homme que tu t'es enfui avec ses 50 000 $. Il casse des jambes pour gagner sa vie, Aurora. Sois là dans 20 minutes. » J'ai raccroché. J'ai vérifié mon reflet dans le miroir. J'avais l'air fatigué, mais j'avais l'air net. J'ai mis mon blazer. Je ne marchais pas dans un piège. J'en déclenchais un. J'ai conduit jusqu'au centre-ville les fenêtres baissées, laissant l'air froid aiguiser ma concentration. Ma mère avait choisi l'endroit avec soin. Le bureau de l'expert en assurance se trouvait dans une tour de verre et d'acier dans le quartier financier, le genre d'endroit conçu pour vous faire sentir petit. C'était un terrain neutre, du moins le pensait-elle. Pour elle, c'était une scène où elle jouerait son plus grand rôle, la mère éplorée qui nettoie les dégâts de sa fille. J'ai garé ma berline à 3 rue de là. J'ai vérifié mon reflet dans le rétroviseur une dernière fois. Je ne portais pas le sweat à capuche taché d'une victime. Je portais mon blazer anthracite, un chemisier en soie et des talons aiguilles qui claquaient comme des coups de feu sur le trottoir. J'avais les cheveux tirés en arrière. Je ressemblais à une femme venue pour conclure une affaire, pas pour avouer un crime. Déborah m'attendait dans le hall. Elle était impeccable dans son tailleur bleu marine, les cheveux coiffés, le maquillage parfait, mais ses mains ne cessaient de se crisper sur ses côtés. Quand elle m'a vu, elle a scanné ma tenue, déçue. Elle voulait un bouc émissaire brisé, pas une cadre. Elle m'a tiré dans un coin près des ascenseurs et a sifflé le scénario. J'ai emprunté les clés pour du lait. Je me suis trompé de voiture dans le noir, j'ai heurté une glissière de sécurité, j'ai paniqué, j'ai fui, et tu paieras la franchise. Pourquoi avouerais-je un crime, ai-je demandé. C'est de la fraude à l'assurance. Son sourire n'était que dents. Si je ne signais pas, a-t-elle dit, un homme à l'étage, Monsieur Vance, l'investisseur qui lui avait viré 50 000 $ la nuit dernière, apprendrait que je m'étais enfui avec son argent. Il casse des jambes pour gagner sa vie, a-t-elle murmuré. Signe et sauve-toi. Elle pensait m'avoir acculé. Elle ne savait pas que j'avais déjà désamorcé le piège. D'accord, ai-je dit. Montons. Dans l'ascenseur jusqu'au 12e étage, elle a retouché son rouge à lèvres comme si elle était sur le point de gagner. J'ai serré mon iPad contre ma poitrine à l'intérieur de mon sac, avec les enregistrements de la caméra de bord et l'acte de propriété. La salle 4B était une boîte de verre à l'air vicié et lourd. Monsieur Henderson, l'expert en sinistre principal, attendait en bout de table, fatigué comme le sont les hommes après avoir entendu tous les mensonges. Monsieur Vance était assis dans un coin, observant Déborah comme un virement en attente. Ellie se cachait derrière de grosses lunettes de soleil, la gueule de bois et l'air piteux. Henderson a fait glisser une seule page sur l'acajou. Parce qu'Ellie était une conductrice exclue et à cause de l'accident, la réclamation ne fonctionnait que si la voiture avait été prise sans consentement par un membre de la famille Couvert. Il m'a regardé. Par vous. Déborah a pris le stylo, soudainement calme, jouant le martyr. Cela me brise le cœur, a-t-elle dit, la voix tremblant à point nommé. Aurora a pris les clés, a pris la voiture. Je ne l'ai su que trop tard. Elle m'a dévisagé. Signe où l'usurier s'occupe de toi. Je suis restée silencieuse assez longtemps pour qu'elle s'engage. Elle a signé le Déborah Henderson, l'a daté, et a repoussé la déclaration sous serment. Le piège s'est refermé. Fraude à l'assurance, parjure, tout ça pour un paiement de 98 000 $. Henderson a soulevé le papier. Et vous, mademoiselle Henderson? Je ne suis pas d'accord, ai-je dit et j'ai posé mon iPad au centre de la table. Ma mère se trompe. Je n'ai pas pris la voiture, et elle non plus. J'ai appuyé sur lecture. La voix d'Ellie a explosé depuis la caméra de bord, ivre, se vantant du char de maman, ricanant que je pleurais probablement dans ma vilaine petite berline. Une bouteille a cliqueté, puis l'embardée violente, le bruit de l'impact, et un silence de mort. J'ai mis en pause.
L'ennui de Henderson s'est transformé en concentration froide. Déborah est devenue blême. C'est faux, a-t-elle balbutié. Manipulé. C'est horodaté par le cloud, ai-je dit. Téléchargé à 3h22. L'heure exacte de l'accident. Henderson a pris son téléphone. Sécurité, appelez l'agent de liaison de la police. Nous avons une fraude de code 3 en cours. Vance s'est levé, sa chaise raclant comme une menace. La voiture est fichue. Je m'en fiche. Je veux mon acte de propriété. Déborah, tu as dit que la fille signerait pour la maison aujourd'hui. Déborah s'est tournée vers lui, frénétique. Oui, elle l'a. J'ai co-signé. Elle m'appartient. Elle a pointé un doigt vers moi. Donne-lui les papiers, Aurora. J'ai fait glisser un dossier bleu sur la table. Lisez-le. Vance a parcouru l'acte de renonciation certifié. La signature notariée de Déborah datant de 6 mois, se retirant du titre de propriété. Le tampon du comté confirmant Aurora Henderson comme unique propriétaire à 100%. Il a levé les yeux, le regard vide. Elle n'est pas sur le titre. Déborah s'est figée. Quoi? Tu y as renoncé quand j'ai refinancé, ai-je dit. Tu ne l'as pas lu. Tu n'as aucune revendication légale. Je me suis penché en avant. Tu as pris ces 50 000 $ en vendant une propriété qui ne t'appartient pas. C'est un vol par tromperie. C'est un vol qualifié. Elle a murmuré, brisé. Le calcul est simple, ai-je dit. Pas de voiture, pas de maison à vendre, et tu lui dois 50 000 $ que tu as déjà dépensés. Moins de 4 minutes plus tard, 2 officiers sont entrés. Henderson a désigné Déborah et Ellie et a utilisé des mots comme fraude criminelle, vol qualifié et risque de fuite. Ellie a crié quand les menottes se sont refermées. Ses larmes ne lui ont valu qu'une lecture de ses droits. Vance n'a pas fui. Il s'est penché à l'oreille de Déborah alors qu'on l'emmenait. La maison est partie, a-t-il murmuré. Mais il te reste encore terrain. 24 heures. Déborah s'est retournée vers moi, le masque tombé, la haine à l'état brut. C'est toi qui as fait ça. Tu es une malédiction, Aurora. Je n'ai rien ressenti. Juste un grand livre, enfin équilibré. Je ne t'ai pas ruiné, ai-je dit. J'ai juste arrêté de te sauver. Profite de la retraite que tu as méritée. Je suis sorti dans le matin froid. Mon téléphone a vibré. Mon avocat a confirmé que la vente légitime que j'avais organisée il y a 2 semaines avait été conclue, le virement effectué. Je suis monté dans ma berline, j'ai conduit vers le nord en direction de Seattle, et pour la première fois de ma vie, je ne devais rien à personne. Avez-vous déjà dû être le méchant juste pour vous sauver? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Et si vous croyez que la famille est une question de respect, et non de sang, cliquez sur le bouton j'aime.